Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide en direct de Washington. Content de vous retrouver dans le monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce soir. En Guinée, le Conseil national de transition a tranché. Cet organe législatif créé par la junte vient de fixer à 3 ans le délai pour la tenue des élections en vue d'un retour des civils à la tête du pays. C'est une durée qui n'adhère pas aux exigences de la communauté internationale. Augmentation du prix du carburant à partir d'aujourd'hui au Burkina Faso, une décision obligatoire selon le gouvernement pour réduire les exportations illégales vers les pays voisins. Mais la colère des consommateurs ne s'est pas fait attendre. Réaction à Ouagadougou tout à l'heure. 2 nouveaux hauts gradés de la police ont été condamnés en République démocratique du Congo pour l'assassinat en 2010 des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Le général John Numbi décrit comme le suspect numéro 1 dans cette affaire et lui toujours en cavale. This pandemic isn't over. Les États-Unis franchissent le seuil du million de morts du Covid-19 alors que le pays veut tourner la page de la pandémie. Mais pour le président Joe Biden, qui a tenu aujourd'hui un sommet virtuel sur la vaccination dans le monde, il faut rester vigilant. Le compte à rebours est donc enclenché en Guinée. L'organe législatif mis sur pied par la junte au pouvoir à Bamako vient de fixer à 3 ans la durée de la transition avant le retour des civils à la tête du pays. Un chronogramme qui est toutefois à contrario des demandes des États ouest-africains et de la communauté internationale qui réclament un délai moins long. Le point avec Zakaria Kamara, notre correspondant dans la capitale guinéenne. La grande inconnue reste le jour 1 de ce chronogramme adopté par le CNT. Va-t-il courir à partir du 5 septembre, date du coup d'État, ou à partir de son adoption? Pour le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, ce délai n'est pas acceptable. Le président de la transition, en complicité avec le CNT qui est aujourd'hui à sa solde, a trahi le peuple de Guinée, d'autant plus que le président lui-même avait prêté serment sur cette charte de la transition. Et il faut rappeler que cette charte de la transition n'est que l'émanation de la junte au pouvoir. Ce chronogramme est le fruit d'une série de rencontres entre le gouvernement guinéen et les partis politiques, dont le bloc libéral. Nous avions fait une proposition de 36 mois. Nous estimons que ce délai de 3 ans est tout à fait raisonnable pour pouvoir réussir notre transition en République de Guinée. C'est-à-dire qu'il ne faut ni une transition longue, encore moins une transition précipitée. Plusieurs partis politiques avaient proposé une transition d'une courte durée. Le FDG de l'ancien chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo par exemple, a défendu un délai de 15 mois. Pour cet analyste politique, la Guinée court vers une nouvelle crise. Avec ce chronogramme qui n'est pas partagé par tous les acteurs, c'est que c'est un chronogramme conflictogène qui génère aujourd'hui les crises futures. Tout comme le FNDC qui menace d'organiser des manifestations de rue, une partie de la classe politique guinéenne parle d'une violation de l'article 77 de la charte de la transition. Selon cet article, la durée de la transition est fixée après un accord entre le CNRD et les forces vives de la nation. Pour cette classe politique, le CNT est différent des forces vives de la nation et donc l'organe législatif n'a aucun droit de s'immiscer dans le processus de détermination de la durée de la transition. Zakaria Kamara pour VO Afrique, Conakry.
Toujours en Guinée, une information judiciaire a été ouverte contre l'ex-chef de l'État, Alpha Condé, et d'autres personnalités, notamment pour des faits présumés d'assassinat, d'actes de torture, d'enlèvement et de viol. D'après le procureur de Dixine, ce sont des actes commis lors de la période du référendum et des législatives de mars 2020 et lors de la présidentielle d'octobre de la même année. Ibrahima Kassori Fofana, le dernier premier ministre d'Alpha Condé, et son ancien ministre de la Défense, Mohamed Diane, figure parmi les autres personnalités visées. Alpha Condé, aujourd'hui âgé de 84 ans, a été renversé en septembre dernier lors du coup d'État conduit par le colonel Mamadi Doumbouya. Les effets de la guerre en Ukraine, nous vous en parlons régulièrement dans ce journal. Un conflit qui contribue notamment à la hausse des prix alimentaires et du carburant aux quatre coins du globe, y compris en Afrique, ce qui est justement le cas au Burkina Faso, où le gouvernement vient de faire état d'une augmentation du prix du carburant à hauteur de 100 francs CFA sur le litre, comme nous le détaille Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou. Dans les stations-service, les Burkinabés devront ajouter désormais 100 francs CFA sur chaque litre de carburant acheté. La décision a été rendue publique mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Le gouvernement dit n'avoir pas d'autre choix. Nous sommes en moyenne, avant cette situation, en moyenne à 2 millions de litres jour. Et étant donné qu'on est moins cher que la plupart de nos voisins, les consommations frontalières ont explosé parce qu'il y a une exportation de notre carburant et donc de notre subvention vers nos voisins. Cette situation aggrave le déficit parce que si la Sonabi achète à 900 et revend à 500, ça veut dire que c'est l'État qui est censé combler 400. Et ça veut dire que chaque litre exporté frauduleusement ou par un camionneur qui a préféré faire le plein à Saint-Cancé, à Ouessa ou ailleurs avant de traverser la frontière, il y a une subvention de 400 par litre. On a le choix en tant que gouvernement de risquer la pénurie parce que la Sonabi n'arrivera pas à renouveler son stock de liquidités parce qu'elle l'achète plus cher pour revendre moins cher. Et connaissant les contraintes budgétaires, l'État n'est pas en mesure toujours de disposer du cash pour réinjecter dans la Sonabi pour lui permettre d'acquérir. Dans les rues de Ouagadougou, ce jeudi, les consommateurs ne cachent pas leur mécontentement. Bon, on ne peut que prendre acte, bien vrai que ce n'est pas facile, mais on ne peut que prendre acte, surtout que c'est une conjoncture internationale qui les oblige à le faire. Et je sais que ce n'est pas à leur gré également qu'ils l'ont fait. Ce n'est pas facile, déjà que les prix des denrées de première nécessité ont déjà subi une augmentation considérable. Si l'essence aussi augmente, on ne sait pas comment on va se débrouiller. La situation du pays même, ça ne doit pas être comme ça. Augmenter, c'est normal d'augmenter. Mais c'est trop quoi, c'est trop. Sinon, en tout cas, ça ne nous arrange pas. De travailler, mettre les chances, non, c'est anormal. Hein. On n'est pas d'accord avec ça même. Mon cher ami, c'est pas facile. Hein. Parce que regardez aujourd'hui, le prix des céréales partout, le maïs et consorts, tout ça, la vie est devenue tellement serrée. Il y a la crise de la sécurité, il y a la crise alimentaire, il y a tout. Cette augmentation est inadmissible selon la Ligue des consommateurs du Burkina. Pour la Ligue, le gouvernement devrait subventionner des prix des produits de grande consommation comme l'ont fait certains pays. Tout va augmenter encore, c'est le consommateur qui va payer. S'indigne la Ligue des consommateurs du Burkina face à la hausse des prix du carburant. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. C'est une affaire qui remonte à plus de 10 ans, mais qui fait toujours l'actualité en République démocratique du Congo. 2 membres des forces de l'ordre viennent d'être condamnés pour l'assassinat en juin 2010 de Floribert Chebeya, le fondateur de l'ONG Voix des Sans-Voix, et de son chauffeur, Fidel Bazana. Après avoir pris la poudre d'escampette il y a une dizaine d'années, le lieutenant-colonel Christian Goy Kenga et le lieutenant Jacques Mugabo ont finalement comparu devant la haute cour militaire qui les a jugés pour assassinat.
Christian Kenga a écopé de la peine de mort et Jacques Mugabo de 12 ans de prison, d'après des informations fournies par la Voix des Sans-Voix. En revanche, le général John Numbi, qui est décrit par la famille Chebeya comme le suspect numéro 1, est lui toujours en cavale. Eddy Sango a joint à Kinshasa maître Richard Bondo, le coordonnateur du collectif des avocats de Floribert Chebeya. Celui qui a commandé les exécutants, c'était lui, Christian Ngoyi Kenga, qui n'a même pas voulu comparaître devant la cour. Il a été condamné parce qu'il était représenté par son avocat. Devant la haute cour, il n'y a pas de condamnation par contumace. Il a été condamné à la peine capitale et puis destitué de la police. Qu'en est-il alors du général John Numbi, qui était l'inspecteur général de la police, dont dépendait directement Christian Ngoyi Kenga? Oui, John Numbi, non. Vous voyez, nous avons 2 degrés de juridiction. Ngoyi Kenga et Mugabo, membres du commando qui a exécuté le double assassinat, sont des officiers inférieurs justiciables de la cour militaire au premier degré, et quand ils forment appel, ils sont justiciables de la haute cour militaire. Mais cette dernière, la haute cour militaire, c'est le juge en premier et dernier ressort des généraux, dont le général Numbi, qui est en cavale. Dès qu'on l'aura attrapé, son dossier est déjà fixé devant la cour. La cour fixera les dates d'audience pour commencer l'instruction du dossier. Voilà un peu ce que je peux vous dire, mais je suis satisfait à ce stade de la procédure. La VSV, l'organisation que Chebeya a laissée, semble demander un nouveau procès pour que le général John Numbi, qui était le chef de Kenga, puisse comparaître. Qu'est-ce que vous en dites, vous, les avocats? Oui, mais nous sommes d'accord parce que ce dossier est déjà envoyé en fixation devant la haute cour militaire par l'auditeur général, qui est le ministère public ici en RDC. On attend seulement l'arrestation de John Numbi pour que le dossier démarre. Également dans l'actualité, crash d'un avion au Cameroun. Les 9 passagers et les 2 membres de l'équipage ont péri dans cet accident survenu hier. L'appareil de la compagnie Codco, qui exploite un pipeline de pétrole, s'est écrasé dans une forêt dans le département de la Haute-Sanaga. Toutes les 11 personnes à bord ont donc été tuées. L'avion, dont le type et la marque n'ont pas été rendus publics, avait décollé en début d'après-midi de l'aéroport de la capitale Yaoundé pour rallier la station de pompage numéro 2 à Domta. La Russie dit envisager une riposte militaro-technique après l'annonce de la Finlande de sa volonté d'adhérer sans délai à l'OTAN, prélude à une candidature formelle ce dimanche de ce pays nordique qui partage 1300 km de frontières avec la Russie. Pendant ce temps, la tension continue de monter autour des livraisons de gaz russes à l'Europe, perturbée pour le 2e jour consécutif. Moscou et Kiev s'en rejettent la responsabilité. Sur le terrain, les combats se poursuivent entre les forces ukrainiennes et russes et personne ne parle plus de pourparlers de paix depuis plusieurs semaine. À Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a donné son feu vert à une enquête sur les atrocités reprochées aux troupes russes qui ont envahi l'Ukraine. La Russie est le premier fournisseur mondial d'engrais. De nombreux pays en dépendent pour leur production agricole, mais la guerre menée par le Kremlin en Ukraine entraîne déjà une pénurie d'engrais à travers la planète, dont en Afrique, où le Ghana est l'un des pays affectés. Le gouvernement d'Accra tente de proposer des alternatives aux agriculteurs ghanéens, comme nous allons le voir avec Senanou Tord. Son reportage réalisé à Aboukrom est relaté par Nani Talani. La productrice de cacao, Grace Aye, affirme que ces plantes ont commencé à porter des fruits et ont besoin d'engrais. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné une pénurie d'engrais et, par rapport à l'année dernière, le prix est 5 fois plus élevé. Les pluies ont commencé et c'est le bon moment pour mettre des engrais. Mais les agriculteurs n'ont accès à aucun engrais du gouvernement, ni même du marché. Ils ont entendu dire que dans le passé, certains agriculteurs utilisaient les excréments de poulet comme engrais et qu'ils obtenaient de bons rendements. Ils ont donc décidé d'essayer. La Russie est l'un des principaux exportateurs d'engrais et principal fournisseur du Ghana,
deuxième exportateur mondial de cacao. Les lourdes sanctions contre la Russie rendent les importations pratiquement impossibles. Ce que Cocoa Board est en train de faire actuellement, c'est d'introduire les agriculteurs aux fumiers de volaille comme substitut à l'engrais que nous achetons sur le marché. Et nous sommes convaincus que cela pourra finir le problème ou le défi que la disponibilité et la question des prix auront sur notre industrie. Le Conseil indique que les excréments de poulet sont riches et sont meilleurs pour la nature. Il est scientifiquement prouvé que le fumier de volaille est un bon substitut aux engrais et c'est organique. Donc, si vous avez le remplaçant, pourquoi attendre d'être le plus durement touché? Le vice-ministre ghanéen de l'agriculture, Yao Frimpong Addo, a déclaré que des sites de compostage sont en cours de construction dans tout le pays pour apaiser les inquiétudes sur la pénurie d'engrais. Partout, il y a ce site de compostage. Une fois que celui-ci est mis en service, il s'agit essentiellement d'engrais organiques. Donc, nous allons voir comment nous pouvons combiner juste une petite quantité d'engrais non organiques avec l'organique. Puis, nous sommes prêts à partir. Les Nations Unies affirment que la guerre de la Russie contre l'Ukraine, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de blé, fait grimper les prix et menace la sécurité alimentaire. Le ministère ghanéen de l'Agriculture se dit convaincu qu'un passage aux engrais organiques peut aider à prévenir une crise alimentaire et pourrait être respectueux de l'environnement à long terme. Toujours au chapitre de ce conflit en Ukraine, nous vous le disions un peu plus tôt, c'est une situation qui perturbe l'approvisionnement et les prix des aliments dans le monde. Comme ici aux États-Unis, le président américain a visité une ferme dans l'Illinois hier, l'occasion pour Joe Biden de faire part de mesures pour aider l'industrie agricole américaine. Anita Powell fait le point, le récit est de Dili Diko. Kankakee, dans l'Illinois, est à 1000 lieues de Kiev. Mais les effets du conflit en Ukraine se font également sentir ici, dans ces champs de céréales. L'invasion russe en Ukraine, qui dure depuis 11 semaines maintenant, a mis en péril l'approvisionnement mondial en blé, maïs, orge, mais aussi en huile de cuisson et engrais. Les prix alimentaires mondiaux ont augmenté de près de 13% depuis le début du conflit, selon la Maison-Blanche. Vous êtes littéralement l'épine dorsale de notre pays, ce n'est pas une exagération. Et vous nourrissez également le monde. Nous voyons, avec la guerre de Poutine en Ukraine, que vous êtes l'appui de la liberté. Mercredi, Biden a annoncé un certain nombre de mesures pour les agriculteurs. Celle-ci inclut plus de soutien afin que les agriculteurs puissent planter 2 séries de cultures par an et également une technologie qui permet d'utiliser moins d'engrais et la promesse de doubler le financement pour la production nationale d'engrais à 500 millions de dollars. Cette semaine, le président de la Banque européenne d'investissement a tiré la sonnette d'alarme, affirmant qu'une quantité énorme de blé est bloquée en Ukraine. L'Ukraine est le grenier à blé de l'Europe et elle dispose actuellement de 8 milliards d'euros, 8,5 milliards de dollars de blé provenant de la récolte de l'an dernier. Ils ne peuvent pas l'exporter car ils n'ont pas accès à la mer. C'est l'un des principaux problèmes auxquels nous devons nous attaquer car ce sont des gens industrieux. Ils continuent de semer ardemment et ils s'attendent à une bonne récolte dans quelques mois, peut-être 70% de la récolte de l'année dernière. Que vont-ils en faire ensuite ? Les effets se sont déjà propagés. Le mois dernier, les agriculteurs sri-lankais ont grévé contre la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant. Ces protestations ont abouti à la démission du cabinet et de leur Premier ministre. Et selon les analystes, la crise risque de s'aggraver dans les régions du monde où les ressources sont déjà insuffisantes. Il s'agit d'un véritable retournement de situation pour l'économie mondiale. Ce sont les pays les plus touchés, ceux qui dépendent fortement des importations de nourriture et d'énergie. Ils vont vraiment être durement touchés. Et au niveau politique, ça va être extrêmement difficile pour ces pays. Et l'histoire nous montre que l'humble grain détient un immense pouvoir.
Lorsque le prix du pain a grimpé en flèche en 1788 en France, les paysans se sont révoltés, exigeant une gouvernance régie par les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. L'année suivante, la révolution a eu lieu. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un journal télévisé que vous propose VOA Afrique. Les États-Unis ont franchi aujourd'hui le cap du million de morts du Covid-19, mais à l'image de New York, mise à genoux en 2020, le pays veut tourner la page de la pandémie. Mais pour le président Joe Biden, le pays doit demeurer vigilant. Un sommet international consacré à la pandémie a été tenu ce même jeudi. Il a débouché sur de nouveaux engagements financiers de plus de 3 milliards de dollars, indique la Maison-Blanche, avec une augmentation de la contribution américaine. Le sommet a notamment été co-animé par Washington, Berlin et l'Union africaine. Cette pandémie n'est pas terminée. Aujourd'hui marque une étape tragique aux États-Unis. 1 million de morts du Covid, 1 million de chaises vides autour de la table familiale, chacune irremplaçable, des pertes irremplaçables. Chacun laisse derrière lui une famille, une communauté changée à jamais à cause de cette pandémie. Nous devons investir maintenant. Nous devons verrouiller nos engagements politiques maintenant. Commencer dès maintenant à travailler pour prévenir le prochain variant et la prochaine pandémie. C'est l'affaire de tous. Nous devons tous faire plus. Et justement, l'administration des vaccins contre le Covid-19 et bien d'autres maladies se fait pour le moment à travers la piqûre. Des chercheurs de la Northwestern University dans l'État américain de l'Illinois veulent changer la donne, comme nous le rapporte Kane Farabo de la VOA, récit Gabi Dorsil. Pendant plusieurs décennies, Kelly Callahan a travaillé pour le Centre Carter, aidant à fournir des médicaments et traitements aux personnes souffrant de maladies tropicales négligées dans certaines régions les plus reculées et chaudes de la planète. Le bout du chemin n'est pas là où les gens vivent. Il faut donc aller bien au-delà pour livrer ces vaccins ou ces médicaments. Et donc maintenir la chaîne du froid devient très difficile. Selon Callahan, la logistique complexe pour garder les médicaments au frais n'est pas le seul obstacle. Les thérapies par anticorps sont difficiles à développer, coûteuses et doivent souvent être administrées par du personnel médical. De nombreux patients ne veulent pas non plus être injectés avec des seringues, des défis auxquels font face les prestataires de soins de santé qui tentent d'administrer les vaccins contre le Covid-19. Tout ce qui peut être fait pour réduire la durée et les difficultés de livraison rendra l'accès beaucoup plus facile. C'est exactement ce sur quoi travaille le Dr Michael Jowett de l'Université Northwestern. Avec son équipe de chercheurs du Centre de biologie synthétique Dr Jowett et en partenariat avec l'Université de Washington et l'Université de Washington à Saint-Louis, ils ont d'abord utilisé des superordinateurs pour concevoir un nouveau spray nasal d'anticorps à base de protéines. Ils ont testé le spray sur les souris et ont noté les résultats prometteurs dans la lutte contre le Covid-19.
Ce qui est spécial dans la version que nous avons créée, c'est qu'elle est efficace pour neutraliser tous les variants préoccupants. Les tests ont montré que le spray nasal de la Northwestern surpassait les traitements par anticorps actuels autorisés d'urgence par l'Agence américaine du médicament. Le spray nasal de la Northwestern est resté efficace plus longtemps et a également réduit le niveau global d'infection. L'une des particularités de cette thérapie antivirale est que nous pouvons l'utiliser à la fois pour traiter et prévenir. La prochaine étape cruciale pour le spray nasal de l'équipe de recherche, qui est moins cher à fabriquer, ne nécessite pas de stockage au froid et peut être auto-administré, consiste à déterminer son efficacité chez l'homme. Nous avons établi un partenariat avec une société de biofabrication pour intensifier la synthèse à des fins de test et évoluer vers des essais cliniques de phase 1. Le Dr Jowett ajoute que le processus développé par son équipe pourrait être précieux dans la lutte contre les futures pandémies. Je pense donc que tous les éléments du type de plateforme que nous avons pu mettre en place pourraient être réorientés vers les futurs virus auxquels nous pourrons être confrontés. Les essais cliniques du spray nasal pourraient commencer d'ici la fin de cette année. Mbour, le grand naufrage, c'est le titre d'un mini-documentaire de VOA Afrique. Vous allez pouvoir le suivre dès demain dans Le Monde aujourd'hui. Il traite de la tragédie de l'immigration, comme nous allons l'entendre dans ce petit avant-goût. jaa ngi nii fii lañu départ ndeysaan benn guddi rek la fa lay mbir mi xewoon fii ndeysaan fii lañu départ rek ne Sénégal ñu ngay dem. bu ndaw yëpp demee bàyyi fii mag kese ah xam nga dëkk ba sooxe na bu ñu sañoon moom suñu doom yi duñu fi jógee. da ngay nekk ci biir gaal gi vague bi di dóor gaal gi di la ko sàmm ci biir gaal gi nga toog noonu pendant une semaine mu metti trop waaye doo lekk doo naan. Devoir jeter nos frères à la mer sans leurs parents voir leur corps, c'était vraiment dur. Et voilà, Mbour, le grand naufrage. Rendez-vous donc demain dans Le Monde aujourd'hui à partir de 19h30 GMT. Et enfin, c'est un groupe ukrainien qui est déjà connu pour son indéniable talent basé sur des rythmes ensorcelants, mêlant hip-hop et musique traditionnelle. Mais Kalush Orchestra profite également d'une déferlante de sympathie envers son pays en guerre, avec en ligne de mire la victoire à la finale de l'Eurovision ce samedi soir à Turin. Sa chanson intitulée Stefania a été écrite par le leader du groupe, Ole Psiuk, un rappeur de 27 ans, en hommage à sa mère. La chanson, choisie en février dernier pour représenter l'Ukraine à l'Eurovision, donc avant le début de l'invasion russe, a revêtu un nouveau sens alors que le pays est en guerre depuis bientôt 3 mois. Des paroles comme « Je trouverai toujours le chemin de la maison, même si toutes les routes sont détruites » prennent une résonance toute particulière. Le groupe, qui a reçu une ovation après avoir passé le cap des demi-finales en début de semaine, est considéré par les bookmakers comme l'un des favoris pour la finale, qui va donc avoir lieu ce samedi. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. Je remercie tous mes collègues à la régie, dont Sims Loumami, Lionel Gaïma et notre réalisateur ce soir, Laurent. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. À demain. Merci.
Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première de 17h à 17h30 temps universel et la deuxième de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala